Sylvie, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à Nantes, chercheur au Centre nantais de sociologie, chercheur associé au laboratoire à Rennes. Vos recherches portent sur les inégalités et les discriminations dans l'accès aux soins, plus largement sur les mécanismes de production et de reproduction des inégalités sociales de santé. Votre thèse portait sur les inégalités d'accès aux soins d'urgence et vous participez actuellement à 2 recherches, l'une sur les cancers chez les personnes avec des troubles psychiques sévères et l'autre avec Arnaud Régnier sur l'accès à l'autoconservation des gamètes et à la PMA pour les personnes trans. Mais ce ne sont pas de ces 2 recherches-là que vous allez nous parler, mais d'une recherche antérieure sur la priorisation à l'entrée des services de réanimation. À vous pour une vingtaine de minutes. Merci de m'avoir invité, merci pour la présentation. Alors je suis très heureuse de suivre je vais parler plus fort, j'ai tendance à pas parler fort, la présentation de M. Adria parce que j'y vais effectivement question dans mon propos de valeurs sociales accordées aux patients, de soins différenciés, et on pourra en parler après dans la discussion. En fait, l'analyse que je vais vous exposer nécessairement à grands traits, puisque je suis contrainte par exemple comme tout le monde, cette analyse elle est partie d'une interrogation, voire d'un agacement durant la première vague, où comme tout le monde j'étais confinée et je ne pouvais plus aller sur mes terrains de recherche et j'assistais à la télévision à une multiplicité de discours sur la question du tri à l'entrée en réanimation et dans les médias. Alors comme j'avais fait ma thèse sur l'accès aux soins d'urgence, cette question m'a titillée. Et face à la multiplication des discours qui étaient produits essentiellement par des médecins dits experts, en tout cas présentés comme tels, et des hommes politiques, j'ai voulu, et puis toujours les mêmes, en fait j'ai voulu en savoir davantage et j'ai voulu savoir ce qu'il en était concrètement. Alors j'étais coincée chez moi, donc il a fallu que je passe à distance. Et donc mon objectif c'était de donner la parole aux soignants de terrain, aux soignantes de terrain aussi, dont les voix étaient à mon sens largement inaudibles dans ces médias. Et donc, je ne vais pas aborder la méthodologie ici, je suis passée par des réseaux, etc. Et j'ai interrogé des soignants de différentes régions de France parce que les régions ont été touchées de façon différenciée, en l'occurrence. Et ça me semblait important d'interroger des personnes de régions différentes. Et donc en prenant appui sur la parole des soignants, et donc là c'est un petit peu, je dirais que c'est une collaboration qu'il y a eu entre ces soignants et moi, et voilà, je vous expose l'analyse, mais elle est largement redevable de tous ces soignants à qui j'ai fait lire ensuite l'analyse. Donc en prenant appui sur leurs paroles, pour des personnes qui ont travaillé pour une majorité d'entre eux au sein de services de réanimation durant la pandémie, mon analyse, elle vise à identifier les formes de tri qui ont été mises en œuvre durant la pandémie à l'entrée des services de réanimation et aussi à repérer et à problématiser les normes qui ont présidé à établir un partage entre ceux qu'on a choisi de faire vivre ou de laisser mourir. Ça c'est pour reprendre un petit peu du Foucault, parce que c'était faire vivre ou laisser mourir. Donc on va voir ça après. Est-ce que laisser mourir, on peut vraiment dire ça, mais malheureusement un peu peu. Alors pour le dire autrement, il s'agit de comprendre les principes à l'aune desquels les vies ont été évaluées, ce que Didier Fassin nomme la politique des vies, qu'il distingue de la biopolitique, qui est une notion foucaldienne. Alors moi je m'intéresse tant aux politiques des vies qu'aux technologies biopolitiques qui ont été mises en place durant la pandémie. Et m'inspirant de Michel Foucault, j'invite à penser le tri comme un dispositif biopolitique ayant pour fonction de discriminer. Alors là, j'emploie le terme discriminer dans son acception neutre, puisque discriminer, il y a une acception neutre de départ qui est opérer une distinction, une séparation, une différenciation entre des objets. Mais ça, c'est une acception neutre de départ. Donc j'invite à penser le tri comme un dispositif biopolitique ayant pour fonction de discriminer les personnes à l'entrée des services de réanimation, et ce au moyen de multiples technologies qu'on va voir, des algorithmes, des aménagements architecturaux, des protocoles, etc. Alors la première partie de mon propos, c'est tout d'abord ce que les paroles ont révélé, et ça je le savais, mais c'est important de revenir là-dessus, c'est que la crise n'a fait qu'intensifier et visibiliser des pratiques de tri qui constituent une routine d'exception
en réanimation. Et donc, on sait que dans un contexte aussi d'austérité budgétaire qui fragilise l'hôpital depuis plusieurs décennies, il y a une partie importante du travail des soignants en réanimation qui consiste à devoir gérer les places disponibles. Un infirmier de réanimation médicale de Bretagne, alors j'anonymise, donc je le mets par région et pas par département, je préfère. Le tri, c'est quelque chose qui existe tout le temps, me dit-il, mais ce dont je te parle, on aurait pu faire cet entretien l'année dernière. Et un autre me dit, le tri arrive tout le temps, dès qu'on n'a plus de place en réa, donc il me parle notamment des grippes pendant l'hiver, et le Covid, il a juste enfoncé le clou de quelque chose qui est latent et d'une déconstruction qui date de plusieurs décennies. Donc la déconstruction qui est évoquée par cet infirmier d'Île-de-France, pour celui-ci, est le résultat effectivement d'une politique d'austérité à laquelle l'ensemble des professionnels hospitaliers sont assujettis. Et c'est dans ce contexte qu'il faut replacer les négociations parfois conflictuelles entre médecins, réanimateurs, réanimatrices pour l'admission des personnes âgées. Un anesthésiste réanimateur me dit que le critère d'âge n'est pas un critère véritablement, mais il varie selon les réanimateurs, alors que selon les études scientifiques, ce critère à lui seul n'est pas suffisant pour prédire le bénéfice d'une réanimation. En fait, chaque réanimateur a sa politique de l'âge, me dit-il. Donc la norme de l'âge qui a été énoncée durant la pandémie comme étant naturelle, car fondée sur des arguments strictement d'ordre biologique, se révèle ici un peu plus polémique finalement, parce que chaque réanimateur a en réalité sa politique de l'âge. Et le silence qui entoure habituellement ces débats contribue finalement à entretenir l'illusion d'un tri objectif. Pour nous, en fait, qui ne sommes pas du milieu. Et ce faisant, il dépolitise la question du tri en occultant des critères économiques et des critères moraux qui sous-tendent aussi les processus décisionnels. Un infirmier me dit, c'est marrant, ça ressort le côté tri, on parle de tri médical, mais moi ça me fait halluciner parce que ce n'est pas un tri médical. Les médecins, s'ils pouvaient, ils soigneraient tout le monde. Il me dit, c'est un tri économique, enfin le tri se fait socialement et économiquement, il se fait sur le listing des antécédents, tu vois plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, marginal, oh lui, bon allez. Et ça se fait parce qu'il n'y a pas de place, parce que sinon il ne ferait pas de tri, etc., etc. Donc sur le marché sanitaire, finalement, on comprend que les malades sont hiérarchisés en fonction de la valeur sociale qu'on leur attribue, une valeur sociale qui va être appréciée à l'aune de critères médicaux, certes, oui, mais il y a aussi des critères économiques et moraux. On reviendra sur l'économique, qui n'est pas forcément le diable, etc. Alors il y a les antécédents psychiatriques, il y a la compliance supposée ou non aux soins, il y a le mode de vie réel ou fantasmé aussi qui entre dans les décisions et qui va en faire un malade qui mérite ou non d'entrer en réanimation. Sachant que la question du mérite est revenue sur le devant de la scène avec le statut vacciné, non vacciné. Alors ces catégorisations sont généralement recouvertes d'un voile biologique parce que les médecins parlent de l'état de santé, des chances de survie, du pronostic, et ce voile biologique vient occulter finalement la complexité en réalité des critères qui déterminent la place des patients dans un ordre médical hiérarchique. Et finalement, en mobilisant des arguments strictement biologiques face aux familles, face à la population, les médecins peuvent contribuer, consciemment ou non, à naturaliser parfois des décisions et parfois de fait à naturaliser des inégalités qui relèvent en réalité d'une construction sociale ou du politique. En fait, c'est Frédéric Leichtaplat qui parle dans son ouvrage, dont le titre m'échappe là, mais qui parle de la notion de pronostic, et qui parle du fait qu'il y a une construction sociale aussi de ce pronostic et la question de l'inégalité qu'il y a derrière tout cela. Alors, si on s'intéresse maintenant, ça c'était au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Il y a du tri et on le sait. Et la crise n'a fait que visibiliser des pratiques qui sont quotidiennes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie? Eh bien, la principale caractéristique des décisions de tri qui ont été mises en œuvre durant la pandémie réside dans un abaissement des critères cliniques habituels.
On me dit que des médecins ont par exemple retardé certaines décisions d'intubation pour gérer la pénurie de lits, alors même que l'état de détresse respiratoire aurait habituellement entraîné une intubation ou du moins le transfert du patient en réanimation. Et donc, en parallèle de ces entretiens, j'ai aussi fait une analyse documentaire et notamment il y a la mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ces dimensions de l'épidémie du coronavirus qui a fait des auditions en 2020. Et dans ces auditions, il y a Éric Maury, président de la Société de réanimation de langue française, qui témoigne effectivement des stratégies de priorisation qui ont été mises en place. Et il précise que certaines décisions médicales de tri ont été fondées sur des algorithmes, c'est-à-dire ici des technologies biopolitiques finalement, qui visaient à hiérarchiser les personnes malades sur la base de normes définies, pour partie en fonction de contraintes matérielles. C'est ce qu'il dit. Et donc cette politique de priorisation des vies s'est imposée à eux, et ils ont dû alors moduler notamment la norme de l'âge à l'entrée des services de réanimation. Un infirmier de réanimation médicale me dit, la consigne clairement, elle est tacite, c'est pas de vieux en réad en ce moment. Donc durant l'audition, face aux médecins présents qui contestaient la réalité d'un tri reposant sur l'âge, Éric Ciotti, qui était rapporteur de la mission, il a présenté un tableau de la DGOS dont les chiffres indiquaient, je cite, très clairement pour la France entière et beaucoup plus encore pour l'Île-de-France, un affaiblissement, voire un effondrement de l'âge pour les patients de plus de 75 ans pris en compte dans les services de réanimation. Et pourtant, précise-t-il, les personnes âgées étaient les plus touchées par le Covid. D'ailleurs, on a vu que durant les premières semaines, ces personnes qualifiées dans la presse de laissées pour compte, on nous a dit elles n'ont pas été comptabilisées dans les chiffres énoncés quotidiennement par le directeur général de la santé. Or, comme le souligne Didier Fassin, quand on ne compte pas les décès, c'est que les vies ne comptent pas. Et Didier Fassin, pour qui la crise, finalement, aura permis de démasquer la politique de hiérarchisation des vies qui accorde une faible valeur sociale à certaines catégories. Alors, de façon plus générale, et pas simplement pour la question de la réanimation, les personnes âgées, mais aussi les détenus, les personnes en situation irrégulière, etc. Et enfin, on a aussi la question de la consigne qui a été passée de ne pas transporter à l'hôpital les personnes âgées présentant des symptômes. Et donc il y a eu des articles, faits notamment en droit dessus, cette consigne qui s'est traduite bien souvent par la décision de les laisser mourir, en fait. Au sein des EHPAD, c'est surtout là, elles ont été placées par décret sous un régime de soins palliatifs. Et au regard du manque de moyens connus de ces structures, l'invention de cette technologie de tri, cette fois-ci, pose la question de la dignité de la fin de vie et du traitement de la fin de vie durant la pandémie. Et donc, à la lumière de ces éléments, déjà, on voit que la rhétorique guerrière qui a été mobilisée est privilégiée dans les discours politiques pour justifier l'ampleur du nombre de morts, pas le nombre de morts, mais son ampleur, apparaît finalement plutôt comme un leurre naturaliste qui a eu pour fonction un peu de détourner l'action publique des raisons structurelles, à savoir des choix politiques qui ont conduit à fragiliser le système de santé qui a un peu dû choisir ses morts à ce moment-là. Et des morts d'aujourd'hui, mais aussi des morts de demain. C'est parce que dans ce contexte de panique organisationnelle, il y a une pénurie de moyens, de plusieurs choses. Une autre forme de tri s'est révélée essentielle à travers les propos des soignants, c'est le tri entre malades Covid et non Covid. C'est plutôt ce tri-là qui est apparu le plus important. C'est-à-dire qu'un infirmier me dit, le patient Covid, c'est un patient vachement luxueux, il a eu les moyens que personne n'a jamais eu depuis 15 ans. Alors, durant la pandémie, l'allocation privilégiée des moyens aux malades Covid témoigne finalement de la valeur politique sur le marché sanitaire à ce moment-là, de ces malades, et ce, au détriment des non-Covid qui ont été qualifiés d'effets collatéraux par les médias rompus à la rhétorique guerrière. Et pour les soignants, il s'agissait de laisser pour compte. Alors, le double sens, c'est un peu un double sens du laisser pour compte qui est un peu à entendre dans ce qu'ils disent. Laisser mourir en raison de critères comptables ou gestionnaires, pour reprendre le terme employé par un des médecins, mais aussi au sens de non comptabilisable.
car il va être impossible, à moyen ou long terme, de compter le nombre de personnes dont l'état de santé s'est aggravé avec des séquelles importantes ou des personnes qui sont décédées suite à une absence de soins durant la pandémie. Par ailleurs, donc, la discrimination entre les malades Covid et non Covid s'est traduite par l'improvisation. Alors on a entendu qu'ils ont poussé les murs, mais une improvisation de ce qu'ils appellent les réa-campings. Les réa-campings vers lesquels étaient orientés les non-Covid. Selon les villes, il pouvait s'agir de blocs opératoires ou de services ambulatoires dont l'activité s'est arrêtée pour installer des lits de réanimation avec du personnel souvent formé sur le tas. Alors, il y en a un qui me dit, et puis vraiment à l'arrache, donc il me parle d'armoires de matériel qui ont été mises là comme ça, des collègues qui ont fait ça à la va-vite, il n'y avait pas tout, il manquait des médicaments, il manquait des seringues, et donc il courait à droite à gauche chercher ce qu'il fallait, et ce qui était assez stressant, puisque vaut mieux avoir les choses sous la main quand on est en réa. Et il me dit, quand j'entends l'oncle Macron se gargariser, les innovations, on a su se réinventer, en fait non, on a bricolé avec ce qu'on avait. Les malades non Covid, donc nécessitant des soins de réanimation, ont été donc pris en charge dans des conditions dégradées, pour reprendre les termes de ces soignants, des locaux non adaptés, parfois éloignés des services de réanimation, ne permettant pas aux réanimateurs d'être rapidement sur place en cas de problème, du matériel non adapté ou manquant, du personnel hospitalier ou des étudiants non formés à ces soins spécifiques. Donc certains parlent pour le matériel, par exemple, de respirateurs de bloc qui ont été mis, mais ils sont moins performants que les respirateurs de réanimation qui ont une durée de réglage plus importante. En fait, les respirateurs de bloc, c'est uniquement 5-6 heures, ce qui n'est pas compatible avec une réanimation longue. Donc il y avait le manque de place dans les chambres, etc. etc. Donc la discrimination entre les malades, fondée donc un peu sur ce nouvel ordre biologique, Covid et non Covid, s'est traduite donc par une inégalité de prise en charge. Si on se fie là vraiment à la parole de ces différents soignants qui ne se connaissent pas, en fait. Donc un infirmier qui exerce dans un service de réanimation polyvalente en Ile-de-France précise que, à ce moment-là, si une personne fait un infarctus, c'est mauvais pronostic. Franchement, en ce moment, si vous avez le Covid, vous avez toutes les chances d'être bien pris en charge, mais concernant l'infarctus, ce n'est pas très à la mode. Ces propos donc, nous amènent à porter l'attention sur une autre technologie de tri mise en place durant la pandémie, qui est la déprogrammation, dont on entend beaucoup parler en ce moment. L'usage des blocs opératoires pour bricoler des réa-campings a été rendu possible par les déprogrammations qui ont été imposées aux chirurgiens et chirurgiennes par les directions hospitalières. Il y en a un qui, je ne peux pas tout, il y a beaucoup de paroles de soignants, mais le temps est limité, donc il y en a un qui dit c'est vrai qu'à un moment on avait l'impression qu'il n'y avait que les Covid qui comptaient. Et donc ils sont passés de 22 salles d'opération à 7 salles d'opération. Les chirurgiens, ils disaient mais nous on peut opérer, et en fait on leur disait non, vous n'opérez pas. Et dans certaines cliniques, donc, ils ont déprogrammé des chirurgies cardiaques aussi, pour prendre en charge des patients Covid. Et un infirmier me dit, c'est le minority report de la médecine, certains diront que c'est de la réduction des risques. Donc ces déprogrammations constituent donc une autre forme de tri que les directions hospitalières ont imposée au détriment des malades non Covid qui ont dû patienter dans une immense salle d'attente qui est en train de se vider en ce moment d'ailleurs, et leur mise en attente a entraîné pour certains des pertes de chance, des tumeurs qui ne pouvaient plus être opérées, m'a-t-on dit, des cancers non dépistés à temps, des cœurs dans un état de gravité avancé, ça revient beaucoup, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus vu des cœurs dans cet état-là. Et un infirmier qui me dit qu'au moment où on fait l'entretien, que finalement, là où il y a le plus de décès, c'est chez les non-Covid, au moment où on se parle. Donc pourtant, à l'issue de la première vague, les discours publics se sont multipliés pour affirmer que le système avait tenu. Or, les entretiens montrent qu'il n'a pas tenu. En tout cas, il n'a pas tenu ses promesses d'accès aux soins pour tous et pour toutes. Enfin, les entretiens ont révélé, et ça ce sera le dernier point, la mise en place d'une autre forme de tri, caché, car d'une part, ce tri a été présenté sous un nom visant à le rendre moralement et socialement plus acceptable, comme celui de déprogrammation d'ailleurs, et d'autre part parce qu'il a été mis en place de façon silencieuse, non concertée. Alors c'est une professionnelle en colère qui m'écrit
elle m'écrit la chose suivante. « Je peux vous témoigner de ce que j'ai vécu et détailler ce qui s'est mis en place silencieusement en protocole sanitaire d'urgence depuis le Covid. » Donc elle est infirmière en post-réanimation neurologique dans un service où ils font aussi de la rééducation. Elle explique que le protocole a été mis en place sans qu'elle et ses collègues ne soient informés. Elle est arrivée à sa prise de poste de nuit et a découvert des prescriptions médicales de niveau 1, 2, 3 et 4 sur certains patients. Elle décide alors de faire sa petite enquête parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle a à mettre en œuvre, etc. Donc bon, elle est chahutée, hein, parce que ça ne se fait pas, elle n'a pas à discuter, voilà, mais elle fait quand même sa petite enquête. Donc elle se procure le protocole qui prescrit la conduite à suivre en cas d'une aggravation de l'état de santé d'un ou d'une patiente du service dans lequel elle travaille. Donc ce protocole concerne aussi tous les patients de l'hôpital, qu'ils ou qu'elles soient Covid ou non d'ailleurs. Le niveau 1 correspond, alors c'était pas très clair pour elle si c'était vraiment dans tout l'hôpital, machin, c'était encore un peu flou, elle était encore sous le coup de l'émotion puis d'interrogation par rapport à jusqu'où ça allait. Le niveau 1 du protocole correspond à une prescription de transfert en réanimation et en unité de soins continus sans discussion. Ça ne fait pas de discussion, on réanime ou pas. Le niveau 2 prévoit un transfert en réanimation et en unité de soins continus, mais avec discussion. Le patient étiqueté niveau 3 ne fait l'objet d'aucun transfert en réanimation ou en soins continus et pas de discussion. La prescription, c'est de le mettre sous oxygène, mais de ne pas réaliser de massage cardiaque s'il se passe quoi que ce soit. Or, comme elle me dit, de toute façon, c'est la base. Si on veut faire repartir quelqu'un, c'est le massage cardiaque. Enfin, le niveau 4 correspond aux patients qu'elle connaît assez bien, hein, qui ont exprimé le souhait de ne pas être réanimés. Et donc là, il s'agit de limitation et arrêt des thérapeutiques actives, les LATA, qu'elle connaît bien et qui ne lui posent pas de soucis. C'est surtout le niveau 3 qui pose question à l'infirmière, surtout que la grande majorité des patients du service sont étiquetés sur le niveau 3. Et là, elle me dit, mais pour moi, la base, c'est masser. Appeler le réanimateur qui prend la décision médicale. Or, cette réunion à laquelle personne n'a été convié, ni en explication des niveaux, parce qu'ils nous ont pondu ça du jour au lendemain, une prescription sans nous en informer. C'était des patients, par exemple, avec des familles très investies. Donc elle me dit que les familles n'étaient pas au courant. Elle me dit, j'ai un patient, par exemple, qui veut retourner à domicile, qui a sa tête, qui n'a pas de tuteur, qui gère son argent, il attend des infirmières libérales pour rentrer à domicile et il a été mis en niveau 3. Donc le terme courant de niveau est ici intéressant puisqu'il traduit finalement la mise en place sur protocole d'une hiérarchisation des vies fondée sur des critères qui sont non explicités, qui sont cachés aux soignants. L'infirmière dit ne pas savoir comment ils ont fait leur sélection, puisque dans son service, elle repère quand même que l'âge peut-être est un critère important, puisqu'il y a un jeune de 22 ans qui ne peut ni parler, ni manger seul, ni bouger. Il a été placé en niveau 1. Alors que finalement, le patient d'une cinquantaine d'années, qui a toute sa tête, qui gère son argent, qui attend juste de retourner à domicile, est étiqueté niveau 3. Donc elle me dit, pour moi, ces soins de protocole, ce sont des protocoles d'urgence à cause du Covid. On essaie de trier, qu'on essaie de choisir qui doit vivre, qui doit-on réanimer, qui ne doit-on pas réanimer. Pour moi, c'est une forme de tri caché sous des protocoles institutionnels en état de crise sanitaire. Donc cette technologie biopolitique donc, qui vise à trier les patients en vue de gérer finalement la pénurie de places dans les services de réanimation, elle a été imposée par les pouvoirs publics aux directions hospitalières et cette politique des vies finalement a été mise en place de façon non démocratique puisque pas de concertation, non explicite puisque les critères sont flous et totalement masqués parce que personne n'était informé et les patients n'étaient pas informés. Et donc pour cette infirmière qui a choisi de désobéir, finalement, désobéir est un acte de soin qui, je dirais, n'est pas seulement technique, qui est de masser, mais un acte éthique et politique qui est d'assurer l'égalité des chances des patients qu'elle a dans son service devant la vie. Donc son témoignage et sa désobéissance permettent, me semble-t-il, finalement, de repolitiser un petit peu ce qui a été dépolitisé ici par la direction hospitalière et les médecins sous la forme d'un discours guerrier, on est en guerre, et biologisant, qui a finalement un peu naturalisé les choix de vie ou de mort qu'on faisait.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie Norel. Je pense qu'il y aura matière à discussion. Pour être moi-même allé pour le coup dans un service de réanimation, j'ai un constat assez différent du vôtre, mais on pourra en discuter. Et un certain nombre de questions sur l'application que vous faites du terme tri à des contextes un peu différents, mais on en reparlera.